15h30 sur BFM TV à la une de l'actualité. Cette question, repli stratégique ou fuite avant la bataille. Quelle est la situation à Kherson en Ukraine? La plus grande ville du sud, annexée par le Kremlin, a été évacuée de ses habitants. On en parle dans cette édition. Et puis pour la première fois, le Rassemblement national n'est plus dirigé par Le Pen. Jordan Bardella a été élu aujourd'hui président du parti à seulement 27 ans. Il a été élu avec près de 85% des voix. Louis Alliot, son adversaire, lui, devrait s'exprimer un peu plus tard dans la journée. On entendra surtout le discours à 17h30 ou 17h de Jordan Bardella. Ce soit à suivre sur BFM TV. Il faudra attendre mardi ou mercredi. Le départ de la route du Rhum, initialement prévu demain, est reporté à cause de mauvaises conditions météo. À Saint-Malo, les passionnés de la course transatlantique venus ce week-end sont forcément un peu déçus. Nous les retrouverons sur place dans un instant. Mais tout d'abord, la situation en Ukraine. Quand va commencer la bataille de Kherson, c'est la question qui se pose en ce moment. On va en parler dans un instant avec nos invités, nos experts. Mais d'abord, direction cette région clé, tant pour les Ukrainiens que pour les Russes. Oui, sur place, les évacuations des civils organisées par les Russes se poursuivent. Kiev dénonce de son côté des expulsions et des déplacements forcés. Aurore Villemur, Maxime Marie. Des dizaines de véhicules, les uns derrière les autres. Ces civils quittent la ville de Kherson dans le sud du pays occupé par les forces russes. Selon elle, près de 5000 civils sont évacués chaque jour. Maintenant, il faudrait déplacer ceux qui vivent dans la région de Kherson, de la zone la plus dangereuse des combats, là où il y a des offensives ou contre-offensives. Côté contre-offensive, justement, l'armée ukrainienne continue de gagner du terrain et se rapproche de plus en plus de la ville de Kherson. Selon les dernières informations dont nous disposons dans la région de Kherson, un remorqueur a été détruit. 2 autres navires russes ont été endommagés et doivent être réparés. Une série de victoires qui fait croire que Moscou pourrait abandonner Kherson, selon le ministre ukrainien de la Défense. Les Russes font toujours passer leur déroute pour des actions issues de leur volonté propre. Ils ont fait ça quand ils se sont retirés de la région de Kiev et de l'île aux serpents. Et je pense que potentiellement les Russes sont prêts pour une nouvelle action issue de leur volonté propre concernant la région de Kherson. Pour autant, les Russes sont-ils vraiment prêts à abandonner Kherson, une de leurs plus importantes prises de guerre? Pas vraiment, selon certains spécialistes qui affirment que leur objectif est plutôt de tenir jusqu'au bout pour user les forces ukrainiennes. Moscou continue d'ailleurs d'envoyer des renforts dans la région. Ce que nous voyons sur la ligne de front, c'est que l'ennemi renforce ses positions. Il les renforce avec les conscrits nouvellement mobilisés. On sent la différence, ils agissent différemment. Ils ne sont pas habitués à la situation. Par exemple, ils n'ont pas peur des drones. Ils ne se protègent pas. La crainte pour Kiev est désormais que le siège de Kherson s'enlise en d'interminables et sanglants combats de rue. Patrick Martin-Genier est toujours avec nous avec cette question. Est-ce que la contre-offensive ukrainienne nous rapproche d'un grand affrontement à Kherson? Oui, je crois qu'il y aura nécessairement un grand affrontement, car on l'a vu, il va y avoir encore des batailles de rue. On a vu Vladimir Poutine exiger le retrait, la déportation, on peut même utiliser le terme, des gens qui ne veulent pas partir. On sait que 60 000 personnes ont ou devraient être évacuées. On parle de 5 000 personnes tous les jours, mais il y a encore des gens qui restent sur place. Et on sait que par ailleurs, les Russes arrivent avec des renforts. Et ce n'est pas pour rien s'il y a eu une mobilisation partielle, 300 000 personnes, soldats recrutés, même dans des conditions terribles, parce que ce sont des soldats qui n'ont pas d'équipement, qui doivent payer leur propre équipement, leurs propres vestes, leurs sous-vêtements, leur pactage, et qui n'ont pas du tout le moral, qui ne reçoivent même pas de salaire. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a plusieurs milliers de soldats russes qui arrivent sur place, ce qui laisse en effet présager d'une grande offensive militaire, parce que politiquement et stratégiquement, on sait que Vladimir Poutine ne peut pas se permettre de perdre cette ville. Donc effectivement, ça présage sans doute d'une grande offensive dans cette ville. Et en parallèle, il y a les États-Unis qui estiment que l'objectif de la Russie, c'est de geler la population ukrainienne cet hiver, faute de pouvoir l'emporter sur le champ de bataille. À l'approche de l'hiver, c'est vrai, on l'a vu, les infrastructures électriques sont très clairement la nouvelle cible de Moscou pour précariser cette population. Vous allez voir ce reportage de l'une de ces installations dites sensibles aux abords de Kiev, réalisé par Julie Rosaire avec Anne-Sophie Vermont. Grâce à son véhicule de diagnostic, Bogdan effectue une série de tests.
Cela permet de déterminer où il y a des failles, des faiblesses d'alimentation pour envoyer au plus vite une équipe technique. À la suite de nos tests, nous obtenons un diagramme comme celui-ci. Le logiciel étudie le diagramme et nous dit où intervenir. Avant la guerre, ce genre d'intervention était réalisé 2 fois par an. Maintenant, avec les frappes sur les installations électriques, ils en font plusieurs fois par mois. Derrière moi, une station de distribution de l'électricité qui répartit de l'énergie pour 50 000 foyers de Kiev. Et c'est aujourd'hui ce type d'endroit qui peut être touché par des frappes russes. Le 31 octobre dernier, une station de ce type a été frappée dans la région de Kiev. L'ennemi vise clairement les infrastructures électriques. On a beaucoup de destruction sur nos installations. Il y a eu 250 000 usagers de la région de Kiev qui ont été coupés du courant suite à cela. Mais les employés de l'entreprise ont réussi à rétablir le courant en une seule journée. Les équipes doivent désormais travailler avec cette menace permanente. Ça change vraiment beaucoup, car nous sommes contraints de travailler dans des conditions vraiment difficiles. Et ce n'est pas toujours sécurisé. Actuellement, à Kiev, 450 000 foyers sont privés d'électricité. Les équipes techniques travaillent 24 heures sur 24 pour rétablir le courant. Il n'a que 27 ans et il devient le nouveau président du Rassemblement national. Qui est ce garçon ? Bien, vous l'avez vu, c'est Jordan Bardella qui a été élu tout à l'heure à près de 85% des suffrages à la tête du parti frontiste face à Louis Alliot qui, lui, n'a recueilli que 15% des votes des adhérents. Un nouveau visage donc pour incarner la normalisation, pour organiser la formation le temps que Marine Le Pen se prépare à l'échéance de 2027. Reportage de Léonie Houtier, Loïc Besson avec Elisa Tranin. Et le gagnant est, sans grande surprise, le cadet de cette élection. Jordan Bardella est élu président du Rassemblement national. À 27 ans, celui qui était déjà à la tête du Rassemblement national par intérim l'a emporté sur Louis Alliot avec 85% des voix, un score plus important qu'il ne l'espérait. Je tenais tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour la confiance que vous avez bien voulu m'accorder. Celle-ci m'honore et m'oblige. Un scrutin interne qui opposait 2 fidèles de Marine Le Pen. Pas de mésentente, le perdant devient premier vice-président. Le parti voulait faire preuve de maturité démocratique. C'est réussi, selon celle qui fut sa présidente ces 10 dernières années. Bravo d'abord pour cet exercice démocratique qui s'est déroulé de la plus belle manière qui soit. La tâche au sein du parti sera de parfaire l'organisation des structures internes, de poursuivre les formations de chacun à tous les niveaux et bien sûr de préparer et conduire les batailles qui viennent. Outre ce déploiement sur le terrain en vue des prochaines élections, Jordan Bardella, à qui ses adversaires ont parfois reproché ses accointances avec les idées identitaires, devrait poursuivre l'ouverture du parti et la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen. Il bénéficie d'une certaine popularité auprès de la base militante. Il a fait la continuité de Marine pendant quelques mois et effectivement le travail qu'il a fait était très intéressant. Il a apporté de la jeunesse, il a apporté des nouveaux cadres, il a apporté une nouvelle direction aussi. Bon, moi-même, ayant voté Jordan, j'attends une continuité et la même assurance que j'avais pour Marine. Loin de partir en vacances, comme elle l'a dit elle-même, Marine Le Pen reste pour les militants la chef naturelle, l'autorité morale du parti, en présidant un groupe de 89 députés à l'Assemblée nationale. Avec nous pour en parler, on retrouve à présent Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Merci de nous accompagner cet après-midi. C'est vrai que pour la première fois, il n'y a pas un Le Pen à la tête du Rassemblement national, feu Front National. Est-ce que ça change grand-chose au fond ? Non, parce qu'en réalité, le pouvoir a migré. Le pouvoir aujourd'hui est essentiellement au sein du groupe politique. Il faut voir que pendant très très longtemps, il n'y avait pas un groupe politique qui tenait et qu'à partir de là, par défaut, entre guillemets, le parti politique était vraiment le centre névralgique du pouvoir et de la conquête potentielle du pouvoir par le Rassemblement national. Avec les dernières élections législatives, avec les 89 députés qui sont arrivés à l'Assemblée nationale, c'est pas que 89 députés, c'est également une armée d'attachés parlementaires, une armée de collaborateurs, les finances qui vont avec. Des moyens pour travailler, promouvoir le parti, se faire entendre. Oui. Si demain vous voulez être entendu, bien vous avez cette tribune à l'Assemblée nationale. Si demain vous voulez monter en gamme, produire un programme, produire des argumentaires, eh bien vous avez cette armée de collaborateurs. Donc aujourd'hui, le vrai pouvoir, il est là. Et donc, ce faisant, le parti n'étant plus tout à fait n'ayant pas tout à fait la même importance, il peut être confié à quelqu'un d'autre qu'à Marine Le Pen.
Merci pour ces précisions, Benjamin Morel. On va également prendre le pouls du côté du Parti communiste français. Bonjour Yann Brossat, vous êtes le porte-parole du PCF. Bonjour. Comment est-ce que vous regardez l'arrivée de Jordan Bardella à la tête du RN ? Ce que je vois surtout, c'est que tout ce storytelling qui a consisté à nous raconter la normalisation du Rassemblement national a volé en éclats à quelques jours de ce congrès avec les propos racistes tenus par l'un de ses députés. Donc ce que je vois, c'est que le Rassemblement national n'a en réalité pas changé. Il y a des vérités qui ne changent pas. Les chiens aboient, les chats miaulent et le Rassemblement national tient des propos racistes. Tout ça est dans l'ordre des choses et je pense qu'en réalité, rien ne change. Les visages changent, mais l'ADN politique du Rassemblement national, de l'extrême droite, ne change pas et sa nature raciste, elle, ne change pas non plus. Alors justement, vous parlez de l'ADN du parti. On sait par exemple que, en tout cas, Jordan Bardella est décrit comme ça, que c'est quelqu'un qui serait plutôt sur une ligne plus radicale, plus identitaire, moins sociale, comme on l'a vu avec Steve Briouat dans le nord de la France. Comment vous analysez tout ça ? Ce que je vois en tout cas, c'est que cette nature raciste-là, aujourd'hui, elle ne fait pas de doute et que Jordan Bardella est là pour poursuivre la vieille histoire de l'extrême droite française, c'est-à-dire une histoire de gens qui sont là pour instiller partout le venin de la haine et de la division partout, alors qu'on a déjà beaucoup trop de racisme qui se répand. Et d'ailleurs, je vous annonce que Fabien Roussel déposera dans les jours qui viennent une proposition de résolution à l'Assemblée nationale visant à rendre inéligible toute personne qui aura été condamnée pour avoir tenu des propos racistes. Je pense que c'est une question de salubrité publique. On ne peut pas continuer à avoir autant de propos racistes, autant d'actes racistes qui sont commis dans notre société. Est-ce qu'il vous fait peur, Jordan Bardella, beaucoup forcément de ses proches, mais aussi de ses adversaires reconnaissent qu'il est très bon, notamment sur les plateaux télé face à ses adversaires. Est-ce que vous le redoutez un peu ? Non, parce que le talent n'efface pas cette réalité profonde dont je vous parlais tout à l'heure. Et je pense que chacun doit voir la réalité en face. On a affaire à des gens qui ne proposent jamais de solution, qui lorsqu'ils sont élus, lorsqu'ils sont aux responsabilités, ne produisent rien de positif, si ce n'est encore un peu plus de haine dans la société française. Et je pense qu'au contraire, plus la situation est difficile, et c'est le cas aujourd'hui, plus on a besoin de se serrer les coudes et plus on a besoin de solidarité plutôt que de haine et de division supplémentaires. Merci Yann Brossat d'avoir été avec nous en réaction donc, à l'élection au Rassemblement national de Jordan Bardella. On va prendre justement la température de ce congrès qui se tient en ce moment à Paris. On va vous retrouver sur place, Loïc Besson, parce qu'on a vu des feux d'artifice, on a vu des sourires, des applaudissements. Mais il y a malgré tout quelques voix discordantes au sein du parti, et pas des moindres. Steve Briouat, un des très proches de Marine Le Pen, a refusé la main tendue de Jordan Bardella. Il y a comme un psychodrame au Rassemblement national. Ouais, je crois qu'il faut exactement parler de psychodrame, exactement en ce jour de congrès au RN, à la fois politique et personnel. Je vous explique, Steve Briouat et Bruno Bille, respectivement maire d'Hénin-Beaumont et député. Ce sont eux qui ont réussi à monter ce fief donc à Hénin-Beaumont, à installer Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais et fervent défenseur de cette ligne sociale qu'a clairement adoptée Marine Le Pen. Et voilà, ils sont en guerre depuis des mois maintenant. Ça se passait plutôt en coulisses avec Jordan Bardella qu'ils accusent de purge parce que Jordan Bardella n'a pas voulu les nommer dans son bureau exécutif où ils étaient jusqu'à présent. C'est une sorte de gouvernement du RN. Il leur a proposé d'être au bureau national qui est l'échelon en dessous avec quand même beaucoup moins de pouvoir. Steve Briouat a répondu avec un communiqué au vitriol et puis il s'est confié à notre micro avec Léonie Houtier. Il craint une re-radicalisation du parti avec Jordan Bardella à sa tête. Écoutez. Je crains malheureusement qu'il y ait un risque de re-radicalisation et je ne veux pas. Je ne veux pas revoir débarquer au sein du RN des fous furieux qui ne soient obsédés que par une chose, l'identité. Alors l'identité c'est important, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi tout le reste. Il y a un aspect social qui doit être maintenu. C'est la ligne mariniste. Or on voit quoi ? Les deux personnes qui ont été dégagées du bureau exécutif, ce sont deux marinistes et celles qui y ont été promus, c'est plutôt des gens assez radicaux qui ont appartenu par exemple dans le passé à une association qui était connue, qui s'appelait Terre et Peuple, qui n'est pas très modérée.
Jordan Bardella accusé également de vouloir trop se tourner vers le mouvement d'Éric Zemmour. Alors Steve Briouat et Bruno Bille, amis de longue date de Marine Le Pen, ils lui en veulent aussi à elle de ne pas avoir tranché pour ne pas les imposer. Jordan Bardella, il faut le rappeler, il a quand même gagné largement, plébiscité, 85% des suffrages des adhérents ici face à Louis Alliot, 15%. Marine Le Pen en tout cas a voulu rassurer sur cette dédiabolisation qu'elle a abouti après 11 ans à sa tête. Mais elle l'a dit, le parti que j'avais trouvé avec beaucoup de défauts, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir, une façon de rassurer sur la ligne qui restera la même. Merci Loïc Besson avec Jérémy Assal, donc en direct du 5e arrondissement de Paris. Benjamin Morel, même si Marine Le Pen essaye de rassurer, on entend bien les inquiétudes qui montent dans une frange, en tout cas du Rassemblement national. Et les mots de Steve Briouat sont pas anodins, ils sont forts. Il parle de fous furieux obsédés par l'identité, d'une crainte de re-radicalisation du parti. Qu'est-ce qu'il faut craindre de ces déclarations ? Pour l'instant, on voit mal exactement comment est-ce que va pouvoir évoluer le Rassemblement national. Il est vrai qu'on a un Jordan Bardella qui incarne plutôt une ligne, même si ça n'a jamais été extrêmement clair, d'union des droites, etc. Puis de main tendue aux amis d'Éric Zemmour. En même temps, Marine Le Pen a été extrêmement claire ce matin sur cette ligne, qui serait en fait une continuité de la ligne qui a été celle des dernières élections, c'est-à-dire au contraire une ligne plus ni gauche ni droite et plutôt attrape-tout. Donc, et elle a soutenu, en off en tout cas, Jordan Bardella. Donc pour l'instant, il n'est pas tout à fait évident de voir comment tout cela va évoluer. Mais il faut bien comprendre que la base du Rassemblement national, notamment la base militante, est sur une logique beaucoup plus proche aujourd'hui de Jordan Bardella que de Steve Briouat. Et c'est également ça qui a été sanctionné par ce score assez important qu'on n'attendait peut-être pas aussi important, 85% pour Jordan Bardella. Donc la stratégie au niveau national, telle qu'elle va être téléguidée par Marine Le Pen et par le groupe politique, sera probablement une stratégie qui va être dans la continuité des 10 dernières années, ni droite ni gauche, sociale, mais également nation, identité, et en même temps, pour arriver à tenir le parti et tenir la base militante et envoyer demain ses militants dans les élections locales, etc., eh bien, Jordan Bardella va incarner une stratégie un peu plus droitière, un peu plus conforme aujourd'hui à ce qu'est la base militante du parti. Merci Benjamin Morel. On va évidemment continuer de suivre tout au long de cet après-midi ce congrès du Rassemblement national. On va parler aussi d'un mot de la route du Rhum. On espérait le départ demain. Non, ce ne sera pas demain parce que la 12e édition de la course transatlantique a été reportée à cause de conditions météo. Ce sera sans doute le départ mardi, peut-être mercredi. Morgane Maury, qui est notre envoyé spécial là-bas à Saint-Malo, était avec François Gabard tout à l'heure. Ancien vainqueur en IMOCA, François Gabard qui s'aligne cette année en ultime. Il a déjà sorti son ultime du quai Vauban de Saint-Malo pour le mettre à la pointe de Dinard. François, la direction de course ce matin vers 11h a annoncé que le départ serait reporté peut-être mardi, peut-être mercredi. Des conditions météo trop difficiles, c'est une sage décision. Oui, je pense que c'est une sage décision, une décision courageuse parce que c'est évidemment pas simple de prendre ce genre de décision. Il y a toute l'organisation, il y a des milliers de personnes qui étaient venues pour voir le départ demain. Donc c'est jamais simple, mais probablement très raisonnable en fonction des conditions à météo qui sont très violentes. Alors pas forcément sur le départ, c'était déjà musclé demain, dimanche sur le départ, mais c'est surtout lundi. On attendait des vents de plus de 100 km à l'heure en rafale, des vagues moyennes de 6-7 mètres, donc certaines vagues de plus de 10 mètres, et sans vraiment d'échappatoire possible. C'est-à-dire que de l'Irlande jusqu'au Cap Finistère, tout le proche Atlantique était dans ces conditions-là. Donc voilà, pour éviter la casse, pour éviter des problèmes aussi potentiellement humains, et pour avoir un joli spectacle après, c'était en effet raisonnable et sage de repousser le départ. François, votre bateau est déjà posé en mer à Dinard. Comment va se passer l'attente jusqu'à cette date, mardi ou mercredi? On ne sait pas encore. Ça rajoute du stress d'attendre quelques jours de plus. On est plus relax parce qu'on va éviter peut-être une mer très compliquée. Vous savez, nous, marins, on est quand même souvent habitués depuis que je suis tout petit. Depuis que je commence à faire des régates en bateau à voile, on a souvent des décalages de départ. Enfin, c'est un peu le jeu. Quand je faisais de l'optimisme, quand on arrivait sur les plages, des fois, on attendait le matin que le vent se lève. Et il fallait être prêt au moment du départ sans forcément avoir l'heure précise. Donc là, on est un peu dans cette situation-là. Nous, marins, finalement, on est habitués à ça. Le trimaran Esver Lazartigue est en effet sorti. Il est au mouillage, donc il est prêt. On va faire attention, évidemment, parce qu'on est au mouillage. Donc le vent qui est prévu, qui doit venir, est un vent de sud. Donc les bateaux sont plutôt protégés. Donc l'équipe va rester quand même autour du bateau pour, évidemment, ne pas prendre de risques d'ici le départ. Et puis moi, je vais me remettre dans cette bulle pour un départ. Je vais réimaginer, regarder la météo, essayer de voir un peu les scénarios pour visualiser ce qui peut se passer et être prêt
au moment du départ. Bon, un jour gratuit, on va dire, pour les skippers. Aujourd'hui, le village est encore ouvert. Les spectateurs demandent les skippers. Des heures aussi consacrées aux partenaires. Et comme l'a dit François Gabard, on va rapidement se plonger dans les fichiers météo pour un départ mardi, en soirée ou mercredi. Nous n'avons pas encore cette information. Et dans l'espoir que mardi ou mercredi fasse aussi beau que les images que vous avez vues tout à l'heure, c'était il y a quelques jours encore à Saint-Malo, on va voir comment ça se passe aujourd'hui un peu partout en France, la météo. BFM TV et les montagnes françaises vous présentent la météo. La montagne, ça vous gagne. La météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. lacliniquedutapis.fr. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Et ce sont donc des conditions agitées pour cette fin de semaine et surtout donc sur les régions du nord-ouest avec ces perturbations, ce temps agité accompagné donc de précipitations mais aussi de bonnes rafales de vent, d'où une mer agitée. On découvre sur l'animation satellite cette bande nuageuse et puis ces précipitations associées avec aussi déjà de bonnes rafales de vent donc près des côtes de la Manche et puis ce régime d'averses surtout sur une petite moitié nord et notamment sur le quart nord-ouest. Ce sera exactement le même type de temps demain matin au lever du jour avec des précipitations qui pourront être soutenues sur les pays de la Loire. On retrouvera à l'avant un voile nuageux. Plus on ira vers le sud et plus ce sera largement ensoleillé. Voyez le vent aussi sur le nord-ouest qui sera présent. Quelques averses orageuses sur la pointe bretonne. Dans le courant de l'après-midi, tout cela va avoir tendance à se décaler vers l'est notamment avec toujours des pluies présentes, un peu moins marquées que le matin. On va retrouver un régime d'averses orageuses sur les côtes de la Manche accompagné toujours de bonnes rafales de vent. Et puis le soleil quand même qui se maintient sur une petite moitié sud. Un coup d'œil rapidement à vos températures pour demain matin. Des valeurs en hausse sur les régions du nord, 13 degrés sur la Bretagne, sur Nantes également et 0 degré à peine à Grenoble. Un coup d'œil à votre après-midi avec ces températures qui remontent un peu sur les régions du sud. On ira jusqu'à 20 degrés à Toulouse, 13 à Paris, 11 degrés ce sera pour Nancy et ce sera la valeur la plus basse. BFM TV et les montagnes françaises vous ont présenté la météo. La montagne, ça vous gagne. C'était la météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. lacliniquedutapis.fr. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales solaires en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. Groupeverlaine.com. Voilà, ça c'était la météo dans le ciel et sur les routes à présent. On voit ça tout de suite avec l'infotrafic. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et pour ce dernier week-end des vacances de la Toussaint, aujourd'hui c'est orange en Ile-de-France dans le sens des retours, vert partout ailleurs et ce sera beaucoup plus simple encore demain. Ça roulera partout dans le pays, vert dans les deux sens de circulation. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur, restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Vraiment qu'on achète une télé là. On va chez Electrodépôt. Chez qui? Electrodépôt, l'enseigne qui a déjà séduit 5 millions de Français et qui vous propose cette télé Edenwood à seulement 289 €. Alors, à tous ceux qui nous ont fait confiance cette année... Oui, on peut vous dire merci. Electrodépôt, des prix, mais pas seulement. Allô? C'est les voisins. Vous pouvez aller regarder la maison? Est-ce que tout va bien? Écoutez, oui. Par contre, dans mes souvenirs, j'étais sûre que vous habitiez plus près. Partez de chez vous l'esprit vraiment tranquille. Maison protégée, alarme et télésurveillance. Orange. Hé, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici.
C'est pas Versailles ici. Si c'est Versailles ici, les matelas Trianon en exclusivité à la compagnie du lit. Alors, vous avez réfléchi à un prénom? On a pensé à Jean-Luc. Oh, comme son papy. Pardon? Tu m'as dit que t'adorais. Non, mais je déconne, moi. Pour un bébé, Jean-Luc. Bah oui, Jean-Luc. Jean-Luc. Ça revient? Ça revient? Non, ça revient pas. Si, non, Jean-Luc, je suis désolé. Enfin, je veux dire sérieusement, vous avez déjà vu un bébé qui s'appelle Jean-Luc? À Compiègne, on n'est pas toujours d'accord. Mais il y a une chose qui ne se discute pas, c'est Leclerc le moins cher. Tout comme à Concarneau, Saint-Pierre-les-Elbeuf et Vierzon. Et chez vous, quel est le moins cher? Vérifiez sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. Ah non, it's not a yes, it's a pétanque. Jean-Pierre, tu parles l'américain, là, je galère. Quand les joueurs n'ont pas de règles, c'est plus du jeu. Et pour les jeux d'argent, c'est pareil. Il faut avoir plus de 18 ans, se fixer un budget et surveiller sa pratique. FDJ met à votre disposition des outils pour encadrer votre pratique de jeu. Et la boule, elle n'est pas réglementaire, la grosse, là. FDJ. Oui, elles sont électriques. Mais ce n'est pas tout. Quand elles se rechargent, vous vous ressourcez. Laissez-vous séduire par toutes les innovations Audi. Maintenant, admirez-les à nouveau. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'elles sont innovantes, électriques et tellement plus encore. Quand on est entrepreneur, on fait parfois des petites erreurs. Comme Jade qui organisait un séminaire nature, peut-être un poil trop nature. Ou Paul qui a commandé des nouvelles chaises pour son resto. Et bah qui va les renvoyer du coup. Mais bon, ma préférée, je crois que ça reste quand même l'erreur de Léo. Heureusement, pour la gestion de leur paye, ils n'ont pas fait d'erreur en choisissant PayFit, la solution de paye simple, fiable et automatisée. PayFit, vous ne pouvez pas vous tromper. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com, là. Et pourquoi arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. Pour votre sécurité, Sector Alarme bat des records. En cas de tentative de cambriolage, nous réagissons en moins de 20 secondes. Nos conseillers vous rencontrent partout en France. Sector Alarme, notre réactivité, c'est votre sécurité. Installation en moins de 24 heures sur sectoralarme.fr. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous un puissant kit photovoltaïque évolutif de 3 kg pour 9 900 €, pose incluse et la batterie de stockage en option. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Moi, j'ai connu une panne. J'ai eu un interlocuteur très rapidement. Donc, un taxi me déposait avec mes enfants et mes courses au bas de chez moi. En plus, si tu ne sais pas trop, ne serait-ce que remplir un constat, c'est une assurance qui accompagne ces sociétaires. C'est notre roue de secours, la Massif. C'est ça. La Massif, c'est vous. Ça y est, ils arrivent. Bon, va falloir être efficace, ils ont entraînement dans 2 heures. On commence par le slalom arrière. Ensuite, la benne. Et le plan final, la bâche. Ça y est, ils sont prêts? Non, ça y est, c'est dans la boîte. C'est tourné, là? Entre pros, on se comprend vite. Et pendant le temps des pros Peugeot, l'entretien est offert sur les utilitaires 100% électriques. Allez, soyez courageuse. Soyez invincible. Soyez imperturbable. Soyez dans le métaverse ou juste sous une petite averse. Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. On approche de 16h. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Jordan Bardella a donc été largement élu à la tête du Rassemblement national cet après-midi. Il succède à Marine Le Pen. Pas de quoi pour autant éclipser celle qui se destine directement à l'Élysée. On voit aussi que cette élection provoque quelques crissements au sein du parti.
Les 138 skippers de la Route du Rhum ne partiront finalement pas demain. La célèbre course transatlantique en solitaire est reportée à cause de mauvaises conditions météo. Le départ devrait avoir lieu mardi ou mercredi. Forcément, les amateurs sont un peu déçus. On les rencontrera tout à l'heure à Saint-Malo. Et puis cette question, la Russie est-elle en train de tendre un piège aux Ukrainiens? La région de Kherson est en passe d'être entièrement évacuée de sa population par les Russes. La bataille aura-t-elle lieu et comment? On en parle dans l'après-midi info. À ce niveau-là, on peut quasiment parler de plébiscite. Jordan Bardella a été élu avec 85% des suffrages au congrès du Rassemblement national. Aujourd'hui, Lualio, son concurrent, pointe lui à 15%. Loïc Besson, vous suivez pour nous ce congrès à Paris. Cette victoire n'est pas franchement une surprise. Le score un peu plus, en revanche. Oui, Jordan Bardella tablait sur 70%. Pourquoi? Parce que déjà ça aurait été une belle victoire. Et puis c'était peu ou prou le score qu'avait fait Marine Le Pen elle-même il y a 11 ans lorsqu'elle avait succédé à son père Jean-Marie Le Pen face à Bruno Gollnisch. 85%, oui c'est beaucoup, avec une assez forte participation pour un scrutin interne d'un parti, 71%. Donc Marine Le Pen lui a remis les clés, c'était son dauphin naturel avec une ambiance feu d'artifice derrière eux. Marine Le Pen qui a tenu également le discours pour ouvrir les festivités ici ce matin était très attendue, un discours très offensif, très politique. Elle a prévenu, je rends les clés du parti, mais comptez quand même sur moi pour la suite, 2027 bien sûr, en ligne de mire. Écoutez. Je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisée. Je crois qu'après plus de 10 ans à la tête du mouvement, il était sain de laisser la place. Il était sain de faire monter les talents dont j'ai parlé tout à l'heure, des figures nouvelles qui vont montrer à nos compatriotes la formidable richesse humaine que constitue notre rassemblement. Marine Le Pen qui s'est félicitée d'avoir professionnalisé un parti qu'elle avait récupéré, je cite, avec beaucoup de défauts, qu'elle l'a emmené au plus haut encore lors de la dernière élection présidentielle au second tour. Un parti où elle a fait entrer 89 députés à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen qui aboutissait là 11 ans de stratégie de dédiabolisation. Et comme pour rassurer ceux qui pourraient être inquiets par le profil de Jordan Bardella, eh bien Marine Le Pen a dit que ce travail devrait continuer. Merci Loïc Besson avec Jérémy Assal en direct de la Mutualité à Paris pour BFM TV. Bonjour Bruno Fuchs, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Ensemble Modem du Haut-Rhin. Alors pour la première fois, on le disait, de l'histoire du Front National, devenu Rassemblement National, ce n'est donc pas un Le Pen qui dirige le parti. Est-ce que selon vous, l'élection de Jordan Bardella va changer quelque chose à cela ? Non, ça ne va rien changer, ça va au contraire clarifier encore plus les choses. J'ai entendu sur votre antenne il n'y a pas longtemps déjà une division interne au RN pour qu'au RN, on entende des élus dire qu'il y a des fous identitaires qui prennent le contrôle, qui sont en tout cas à la direction du parti. C'est absolument ahurissant, donc c'est encore pire que ce que l'on pensait. Alors moi je pense qu'il ne suffit pas de mettre une cravate et de faire une photo avec un chat pour changer d'identité. Et donc on voit là, notamment avec l'élection de Jordan Bardella, une clarification des choses, et toute la phase de dédiabolisation en réalité était une phase cosmétique, et je pense que là les choses sont à nouveau claires. On l'a vu au Parlement. Au Parlement, tous les jours, le RN dit on est responsable, on vote quand il faut, etc. En réalité, quand vous regardez, ils votent les motions de censure de LFI et puis ils votent des milliards de crédits sans aucun esprit de responsabilité à tour d'amendement. Donc on voit bien qu'il y a le discours d'un côté et dans la réalité, le RN, donc le FN, n'a pas changé. Vous craignez qu'on ait une sorte de RN à deux visages, un RN un peu plus dur, plus radical avec Jordan Bardella et peut-être un visage plus policé avec Marine Le Pen qui se prépare évidemment à l'Élysée pour la prochaine élection. Vous craignez justement qu'avec ce changement et sa présence plus en retrait, on dirait, des petites affaires du parti, eh bien cette fois-ci elle puisse l'emporter lors de la prochaine échéance ? Non, je ne le crains pas parce que les choses se clarifient, c'est ce que je viens de dire. C'est pas parce que vous avez un discours, que vous faites semblant, que vous faites des photos plutôt sympas et people, que le reste, votre façon de penser, votre façon de faire de la politique change. Ce que l'on voit notamment avec
l'affaire de Grégoire de Fournas. C'est une société dans laquelle il y a le rejet, la division, la haine, le racisme et donc la violence, peut-être même la guerre civile plus tard. Et donc ce n'est pas ça le monde dans lequel moi je me bats pour que mes enfants vivent. Moi je veux un monde dans lequel les gens font preuve de solidarité, font preuve de respect, de concorde, de vivre ensemble. C'est ça la raison pour laquelle moi je me suis engagé en politique. Et on le voit sur le Brexit, parce que finalement l'histoire du Brexit, c'est également un grand mouvement identitaire qui est proche de ce que veut le Front National pour la France. Et bien aujourd'hui, dans le Brexit, c'est une catastrophe économique. Il n'y a plus de chauffeurs, il n'y a plus de livreurs, il n'y a plus dans les restaurants de serveurs ou bien de cuisiniers. Et puis, regardez les chiffres, il y a 4 fois plus d'immigration en 2022 qu'en 2019. Donc on voit bien que revenir sur soi, sur l'esprit national, ce n'est pas la solution, c'est un échec total. Merci beaucoup Bruno Fuchs d'avoir répondu à nos questions cet après-midi dans l'après-midi info. Député Ensemble Modem du Haut-Rhin, Benjamin Morel. On a vu il y a déjà donc après cette élection des voix à l'intérieur du Rassemblement national pour craindre une re-radicalisation du parti, alors que depuis plus de 10 ans Marine Le Pen s'échine à redorer le blason du Rassemblement national, à lui donner un vernis beaucoup plus respectable. Oui, il y a au moins 3 grandes lignes de fracture aujourd'hui. Vous avez une fracture entre d'un côté les anciens, ceux qui ont créé et ceux qui ont fait vivre le Rassemblement national dans les années 90 jusque dans les années 2000, et ceux qui incarnent la génération post-Jean-Marie Le Pen, dont aujourd'hui Jordan Bardella est une incarnation. Ensuite, vous avez une vieille fracture entre RN du Nord et RN du Sud, entre un RN du Sud qui est plus radical, plus penché sur les sujets identitaires, et un RN du Nord qui est plutôt bien incarné par Steve Briois, qui est plutôt sur une stratégie sociale, en partant du principe que c'est en parlant de social et pas que d'identité qu'on peut aller chercher un électorat qui est aujourd'hui un électorat qui peut être tenté par l'abstention, voire pour une partie par un vote Mélenchon. Donc ce sont des stratégies et des intérêts électoraux locaux qui sont extrêmement différents. Et ensuite, vous avez une troisième fracture, c'est une fracture stratégique. Si vous voulez aller chercher l'électorat et les militants d'Éric Zemmour, il faut avoir une ligne qui est une ligne beaucoup plus identitariste. En revanche, si vous voulez justement aller chercher un électorat plus large, plus modéré, voire moins politisé, il faut avoir un logiciel qui va être un logiciel moins radical, un logiciel beaucoup plus attrape-tout des partis populistes qui sont aujourd'hui au pouvoir dans un certain nombre de pays d'Europe et qui jouent un peu sur ce double langage. On voit qu'aujourd'hui, la stratégie mariniste qui existe depuis 10 ans, qui était plutôt cette seconde stratégie incarnée par Steve Briois, s'accommode assez mal de Jordan Bardella qui incarne plutôt la première stratégie, à voir ensuite ce que ça va donner sur le fond, parce que quand vous écoutez le discours de Marine Le Pen ce matin, il n'y a pas de remise en cause de la ligne. C'est-à-dire il n'y a pas de volonté a priori d'être sur une stratégie qui serait une stratégie identitariste. On assume le passé et de facto, c'est plutôt cette ligne, je dirais, un peu attrape-tout populiste qui l'a emporté en 2022 face à une ligne Zemmour qui a été, pour le coup, très très perdante. Donc c'est vrai que là-dessus, l'élection de Jordan Bardella, la nomination au Conseil exécutif, vient un peu troubler quelque chose qui apparaissait pourtant bien établi. Est-ce que du coup, en creux, on voit aussi que c'est un parti qui reste entièrement dévoué au Le Pen, d'une certaine manière, même si le président change aujourd'hui, puisque vous le disiez, Marine Le Pen reste au centre du jeu complètement. En grande partie, si vous regardez le 3e arrivé sur la liste pour le Conseil national, c'est Marie-Caroline Le Pen. Donc c'est aujourd'hui un nom qui, au sein même de l'appareil, pèse. Et dès le moment où vous appelez Le Pen, vous avez pour les militants, pour les adhérents, quoi qu'il arrive, une sorte de bonus parce que vous incarnez l'histoire de ce parti avec toutes ses difficultés, toutes ses ambiguïtés peut-être, mais malgré tout avec une très très forte identité partisane liée justement à ce nom-là. Pourquoi est-ce qu'on a un passage de témoin entre Le Pen et Bardella aujourd'hui, entre un nom historique et un nom relativement nouveau? Tout bêtement parce que le pouvoir a changé de lieu. Le pouvoir aujourd'hui, il n'est plus au parti, le pouvoir, il est au groupe politique, et donc ce faisant, Marine Le Pen peut laisser les rênes du parti sans demain être inquiétée quant à sa légitimité pour être la candidate potentielle en 2027 et sans que personne ne puisse lui disputer le fait que le Rassemblement national aujourd'hui, c'est certes Jordan Bardella sur le papier, mais c'est d'abord et avant tout Marine Le Pen. Merci pour vos éclairages, Benjamin Morel. Et on vous rappelle que justement, on en saura un peu plus
sur l'avenir du parti à 17h, avec le discours de Jordan Bardella, que vous pourrez évidemment suivre en direct sur BFM TV, un discours qui aura lieu donc à la Mutualité à Paris. On va évoquer à présent l'Ukraine. Plus de 8 mois après le début de cette guerre, tous les yeux sont maintenant rivés sur cette grande ville qui est Kherson, dans le sud-est du pays, une région qui a été annexée au tout début de la guerre par la Russie. L'armée ukrainienne reprend de plus en plus de positions dans cette vaste région, faisant reculer, c'est vrai, ses adversaires russes qui, eux, on le sait, poursuivent en parallèle les évacuations d'habitants. Alors, la contre-offensive ukrainienne nous rapproche-t-elle d'un grand affrontement à Kherson? On fait le point avec Angie Loata. On n'a jamais autant senti en réalité depuis le début de ce conflit le sens du mot contre-offensive. Parce qu'on le voit ici, donc en l'occurrence sur cette carte, effectivement, Kherson, ville à l'origine de 230 000 habitants, située au sud du pays. Il y a beaucoup de responsables ukrainiens sur place, responsables de la défense territoriale notamment, qui m'ont expliqué que selon eux, le plan de la Russie, eh bien, c'était effectivement de tracer une ligne entre la Crimée, Kherson, Kryvyi Rih et puis plus au nord la ville de Kiev. Et on le voit finalement désormais en cette fin de mois d'octobre, tout au long du mois d'octobre et puis désormais au mois de novembre, on voit effectivement que la contre-offensive porte ses fruits et que l'armée ukrainienne se rapproche de plus en plus de la ville de Kherson. Le président Zelensky s'est même félicité de cette avancée il y a maintenant 2 semaines et donc on le voit effectivement, les Ukrainiens sont de plus en plus proches de la ville de Kherson avec tout de même un risque. S'ils veulent reprendre cette ville et s'ils veulent la reprendre via notamment des bombardements, il y a un risque très fort, évidemment, pour les populations civiles encore sur place. Alors évidemment, on s'interroge, quel est le but du Kremlin? Est-ce qu'il souhaite rester à Kherson ou bien au contraire la fuir? Alors, on s'interroge, et c'est même très dur en réalité de s'interroger, Dominique, sur cette question. Les Russes évacuent des civils depuis plusieurs jours, on le voit. Il y a eu, vous le savez, dans la ville de Kherson, des tentatives de référendum. Donc c'est une ville très importante pour ce qui est des annexions de la part de la Fédération de Russie. Et si on se concentre, vous allez voir cette déclaration notamment de Vladimir Poutine, on voit toute l'ambiguïté qu'il y a dans ses propos. Les civils doivent être éloignés des zones de combat les plus dangereuses. Donc d'un côté, il y a une partie de l'administration pro-russe qui a évacué. Il y a des civils qui sont évacués en ce moment même par les Russes. Et en même temps, on nous dit les civils doivent être éloignés des zones de combat. Donc potentiellement, il y aura effectivement un affrontement à cet endroit-là. Autre déclaration pour comprendre cette fois la position ukrainienne, qui est tout de même, disons-le, beaucoup plus claire. La présidence ukrainienne a fait savoir que d'après elle, les occupants russes tentent d'identifier les habitants qui refusent d'être évacués. Donc situation extrêmement complexe à lire, évacuation des civils, évacuation d'une partie de l'administration et toujours une question sans réponse, celle de la stratégie russe en l'occurrence, des combats à venir sûrement, un repli de l'armée russe peut-être. Toujours est-il qu'aujourd'hui on n'a aucune garantie sur ce que veut faire Vladimir Poutine à Kherson. Voilà, et pour prolonger toutes ces informations qui concernent l'Ukraine, on va maintenant retrouver Patrick Martin-Génier, enseignant à Sciences politiques et spécialiste des questions européennes et internationales. C'est vrai qu'on se demande au fond ce que sont en train de faire les Russes. On s'interroge même pour savoir si ce n'est pas une sorte de piège qu'ils sont en train de tendre aux Ukrainiens en vidant cette ville de la population. Alors c'est vrai qu'il y a des éléments nouveaux chaque heure qui nous arrivent, chaque jour. On apprend par exemple en ce moment que les Russes sont en train de piller la ville. Donc c'est des choses qui laissent supposer qu'ils veulent partir. Ils volent des voitures, ils volent des tracteurs, des ambulances. Ils vont même dans les institutions culturelles, ils volent des sculptures et des peintures. Donc tout ça, c'est des éléments qui nous laissent penser qu'ils seraient en train de fuir, ce ne serait pas la première fois, en emportant des biens, car vous savez que les soldats sont des gens qui n'ont pas d'argent, ils ne sont pas payés, ils ne mangent même pas. Donc on voit que la situation est quand même extrêmement délicate. En tout état de cause, on vient de voir effectivement les Russes, Vladimir Poutine, en appeler à rechercher les civils qui ne veulent pas partir. Donc c'est une véritable chasse aux sorcières, si vous me passez l'expression. Il y en a qui sont partis, on parle de 60 000 personnes qui ont été évacuées dans une ville qui en comptait 280 000 avant la guerre. Ce qui veut dire que, admettons qu'entre 100 et 150 000 personnes soient parties, il en reste quand même un certain nombre qui veulent rester sur place, ne serait-ce parce qu'ils n'ont pas la possibilité de partir, parce qu'ils veulent résister. Et donc, il y a toute une résistance souterraine qui s'organise. Donc, en effet, il se prépare une offensive et on sait que Vladimir Poutine ne peut pas se permettre de perdre cette ville stratégiquement et politiquement. Et en même temps, pour les Ukrainiens, on sait qu'ils avancent et que pour eux, ce serait un véritable succès que de reconquérir Kherson.
Merci Patrick. On va voir ce qu'en pense également Alona Shkrum, députée ukrainienne, qui était notre invitée un peu plus tôt. Elle nous livre son sentiment sur la libération de Kherson, que le député Goncharenko projette, lui, à la semaine prochaine. Alors, on va l'écouter. Je ne peux pas vous dire la date exacte parce que ça dépend de beaucoup de choses. Premièrement, ça dépend de notre défense aérienne pour protéger les personnes civiles, en effet. Et ça dépend aussi du numéro des armes que nous pouvons recevoir de notre partenaire et le numéro de victimes que nous avons en effet maintenant. Parce que pour nous, chaque vie de notre soldat est super importante en effet. Et bien sûr que nous perdons et nous perdons chaque jour beaucoup de gens et c'est pas... mais en effet, c'est très difficile de parler de ça. Et aussi, dans le même temps, quand on parle de raison, il faut parler que la Russie continue les actes terroristiques à Kiev, aux autres villes, et frappe toute l'électricité de l'Ukraine et tous les objets d'infrastructure stratégiques pour les civils, pour les personnes civiles. Chaque jour, en effet, il n'y a pas d'électricité chez moi à Kiev et aux régions de Kiev et beaucoup des autres régions de l'Ukraine. C'est-à-dire que les Russes continuent de frapper les objets civils et l'infrastructure civile qui sont les actes des terroristes, bien sûr, et ça dépend de ça aussi. Patrick Martin-Genier, l'opérateur ukrainien d'électricité, a annoncé par ailleurs qu'il avait été contraint d'introduire des restrictions supplémentaires d'électricité à Kiev et dans plusieurs autres régions de l'Ukraine. Est-ce que c'est une stratégie de plus qui vise à user la population ukrainienne ? Bien sûr, il s'agit de mettre à genoux toute la population ukrainienne. On l'a bien vu sur les infrastructures essentielles, les infrastructures électriques, les infrastructures de pompage et distribution d'eau potable, d'incinération des ordures ménagères. Tout ce qui fait la vie quotidienne des habitants, ça doit être détruit. Il s'agit de mettre à genoux la population ukrainienne, ce qui va impacter la vie quotidienne, en espérant que cela va détruire le moral des Ukrainiens, ce qui est exactement l'effet inverse, parce qu'ils veulent continuer à résister. Et c'est également cette terreur. On peut parler d'une terreur énergétique en quelque sorte. Et une guerre du froid, comme le disent les États-Unis par exemple. Une guerre du froid absolument, alors que l'hiver approche, que les conditions de vie vont être terribles. C'est entre 35 et 40% des capacités électriques du pays qui sont atteintes aujourd'hui. Donc c'est ça aujourd'hui la difficulté. Mais heureusement, il y a des ingénieurs ukrainiens qui sont extrêmement rapides, efficaces et qui, tous les jours, remettent en état de fonctionner ces installations détruites. Alors, on va voir que les autorités ukrainiennes, évidemment, anticipent les futures frappes et celles qui sont en cours en ce moment sur les infrastructures et ces coupures de courant. Elles ont d'ailleurs mis en place des lieux où les habitants devraient normalement pouvoir trouver du courant à tout moment. Anne-Sophie Varmont a pu visiter l'un de ces endroits. Pour bien comprendre, ces abris énergétiques, ils vont servir dès qu'il y aura des problèmes d'électricité pour les habitants. Ils vont pouvoir venir se réfugier ici. Par exemple, s'ils ont une coupure de 24 heures chez eux, ils pourront venir dans l'école la plus proche de leur domicile. Que vont-ils trouver ici ? Eh bien, par exemple, ils vont pouvoir trouver des prises pour recharger leurs appareils électroniques, leurs téléphones, garder la communication avec leurs proches. Il y aura également des générateurs qui vont permettre d'alimenter les plus gros appareils. Il y aura aussi des camions de pompiers pour évidemment avoir une assistance médicale pour les enfants, les personnes âgées. Et aussi, il y aura une assistance psychologique s'il y a des gens qui sont perturbés par la situation. Ici, ils trouveront des psychologues qui seront là présents pour les aider. Important également, vous aurez accès en continu à de l'eau chaude et vous aurez aussi des sanitaires parce que je vous le disais, nous sommes dans une école. Donc dans ces écoles, il y a à chaque fois des sanitaires et aussi des cantines pour pouvoir évidemment nourrir les habitants. La ville de Kiev a prévu de déployer 1000 abris de ce type dans toute la ville pour que les habitants, à chaque fois, ils aient à proximité de chez eux ce type d'abri énergétique. Et dans ce conflit, on aborde maintenant la question du groupe Wagner qui désormais a décidé d'arrêter toute discrétion à son sujet, puisqu'hier, son premier QG a ouvert à Saint-Pétersbourg, en Russie, assez surprenant. Oui, des bâtiments assez modernes, vous allez voir. C'est vrai que le groupe et son chef jouent un rôle important désormais dans cette offensive en Ukraine qui a été lancée par la Russie en février dernier. De la Syrie au Niger, d'ailleurs, ce groupe défend les intérêts du Kremlin à l'étranger. Solène Tavernier. On sait désormais où trouver des représentants de la société Wagner. Ce vendredi, le groupe paramilitaire a ouvert son tout premier quartier général à Saint-Pétersbourg. Et pour certains adeptes, il était temps.
On attendait la création d'un centre comme celui-ci depuis longtemps. On regrette que ça arrive aussi tard. Ce centre aurait dû ouvrir 1 an avant l'opération spéciale. Donc on a bien 2 ans de retard. Avec ses locaux flambant neufs, Wagner ne se cache plus. Pendant des années, les mercenaires de l'organisation ont sévi en parallèle de l'armée régulière russe en Syrie, en Libye ou encore en Ukraine où ils sont toujours. Même si le Kremlin nie officiellement tout lien avec cette milice privée, le mois dernier, Evgeny Prigojine a reconnu en être le fondateur, lui qui est un très proche de Vladimir Poutine. Pour être honnête, Evgeny Prigojine est un homme très riche. En ce moment, il est probablement le seul en Russie à utiliser une rhétorique patriotique de manière complètement décomplexée. Il n'hésite pas à dire qu'il utilise ses ressources personnelles pour l'opération spéciale et d'autres projets. Si des brochures sont à disposition, officiellement, ce nouveau bâtiment n'héberge pas un bureau de recrutement. Dans ce centre, nous invitons les start-up informatiques, celles liées aux technologies industrielles, ainsi que tous ceux qui développent de nouvelles idées prêtes à être appliquées dans le domaine de la défense nationale à venir. C'est ça qui nous intéresse vraiment. Améliorer les capacités de défense de la Russie, c'est bel et bien l'objectif. Actuellement, une exposition présente des drones militaires. Quant à ces personnes, impossible de savoir qui elles sont et leur rôle actuel ou à venir, mais sur leurs écrans, des cartes de l'Ukraine. Cet après-midi, on vous laisse aérer un peu en allant en direction de Saint-Malo. Pourquoi Saint-Malo ? Parce que c'est le départ de la route du port. Enfin, plutôt, la route du Rhum, plutôt. Parce que le port, le chemin, on le connaît. C'est là-bas que sont d'ailleurs nos envoyés spéciaux, notamment Benoît Ballet. On vous retrouve parce qu'en fait, le départ est reporté. Il devait avoir lieu demain, il est reporté à mardi, peut-être mercredi. Et autour de vous, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui avaient fait le déplacement pour profiter de ce week-end et de ce départ. On imagine que c'est un petit peu de déception pour tous ces touristes qui étaient venus à Saint-Malo. Évidemment, vous le voyez sur ces images de François Luce, énormément d'affluence et depuis plusieurs jours ici à Saint-Malo. Alors beaucoup de familles venues avec des enfants, parfois d'assez loin. Et pourquoi ? Eh bien, d'abord pour voir ces bateaux qui mouillent toujours dans le port de Saint-Malo, mais pas seulement pour, vous l'avez dit, pouvoir observer ce qui était initialement prévu, c'est-à-dire donc le départ demain à 13h02. C'était l'horaire officiel de la route du Rhum depuis Saint-Malo. Et donc effectivement, ce matin, l'organisateur de la course a annoncé que pour des raisons météorologiques, on attend lundi des creux parfois de 7 à 8 mètres de houle dans la mer. Eh bien, le départ serait donc reporté. On ne connaît pas encore la date exacte, mais évidemment beaucoup de déception pour ces familles qui attendaient vraiment de pouvoir voir le départ de cette course qui se déroule tous les 4 ans. Écoutez ces réactions recueillies au micro de François Luce. Une déception quand même, surtout pour les enfants où on avait prévu de voir les bateaux en mer, mais c'est plus logique pour les marins, de partir en décalage. Et puis on a vu les ultimes hier sortir, donc on les a vus un petit peu sur l'eau. Pour les enfants, il y avait un vrai spectacle aussi hier, donc déception, mais malgré tout, là, avec la journée d'aujourd'hui aussi, ça fait un bon souvenir pour tout le monde. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce qui devait s'est passé, c'est-à-dire que tous les bateaux étaient censés sortir aujourd'hui pour se positionner pour le départ de la course demain. La majorité de ces bateaux ne sont pas sortis pour éviter de se retrouver dans des conditions difficiles avec la météo extrêmement défavorable. Alors voilà, les gens qui sont encore, vous le voyez derrière moi, peuvent continuer à prendre des photos aujourd'hui, mais encore demain. On attend d'ailleurs certains multicoques qui étaient sortis du port hier, qui doivent rentrer cet après-midi peut-être demain. Donc la fête continue aujourd'hui et elle aura encore lieu demain. Le village de Saint-Malo doit rester ouvert au moins jusqu'à 17h demain dimanche. Merci Benoît Ballet en direct de Saint-Malo avec François Luce pour BFM TV. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour revenir notamment sur la situation à Kherson dans le sud de l'Ukraine. Et ce repli est-il stratégique, ce repli des Russes dans le secteur, ou est-ce une fuite avant la bataille face aux forces ukrainiennes qui progressent de plus en plus sur le terrain? On en parle dans notre journal de 16h30. À tout de suite. La passion et l'exigence. Pour une expérience de conduite unique. L'excellence du savoir-faire japonais. Nouveau Mazda CX-60, hybride rechargeable.
Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur, restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. De la lumière naît la beauté. Nouveau téléviseur TCL C93 avec 4e génération mini LED. TCL. Pour que ma vision devienne réalité, mes verres progressifs Varilux m'offrent une vision ultra nette de près comme de loin, avec une transition fluide. Voir sans limite, c'est vivre sans limite. Varilux, un verre Essilor, dispositif médical. 9 porteurs sur 10 sont convaincus par les verres Varilux. Satisfaction garantie chez les opticiens Essilor experts. Pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Nouvelle utilitaire Renault Kangoo Van E-Tech 100% électrique, jusqu'à 300 km d'autonomie. Avant le 31 décembre, profitez jusqu'à 5 000 € de bonus écologique et jusqu'à 7 000 € de prime à la conversion. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être né avec le digital. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est se lancer, se dire que tout est possible. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est refuser les inégalités, toutes les inégalités. Aujourd'hui, la Banque Postale a 16 ans. La Banque Postale, citoyenne. Quand on est entrepreneur, on fait parfois des petites erreurs. Comme Jade qui organisait un séminaire nature, peut-être un poil trop nature. Ou Paul qui a commandé des nouvelles chaises pour son resto. Et bah qui va les renvoyer du coup. Mais bon, ma préférée, je crois que ça reste quand même l'erreur de Léo. Heureusement, pour la gestion de leur paye, ils n'ont pas fait d'erreur en choisissant PayFit, la solution de paye simple, fiable et automatisée. PayFit, vous ne pouvez pas vous tromper. Calme-toi, Georges. Direct Assurance, bonjour. Ça vous suffisait pas de répondre au téléphone. Il fallait aussi que vous répondiez par WhatsApp et Messenger. Vous savez quoi, Direct Assurance? On vous adore. Merci. Et pour 2, 3, 4 contrats souscrits, c'est 2, 3, 4 mois remboursés. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous un puissant kit photovoltaïque évolutif de 3 kg pour 9 900 €, pose incluse et la batterie de stockage en option. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Allez, soyez courageuse. Soyez invincible. Soyez imperturbable. Soyez dans le métaverse ou juste sous une petite averse. Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. BFM TV et les montagnes françaises vous présentent la météo. La montagne, ça vous gagne. La météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. lacliniquedutapis.fr. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Et ce sont donc des conditions agitées pour cette fin de semaine et surtout donc sur les régions du nord-ouest avec ces perturbations, ce temps agité accompagné donc de précipitations mais aussi de bonnes rafales de vent, d'où une mer agitée. On découvre sur l'animation satellite cette bande nuageuse et puis ces précipitations associées avec aussi déjà de bonnes rafales de vent donc près des côtes de la Manche et puis ce régime d'averses surtout sur une petite moitié nord et notamment sur le quart nord-ouest. Ce sera exactement le même type de temps demain matin au lever
lever du jour avec des précipitations qui pourront être soutenues sur les pays de la Loire. On retrouvera à l'avant un voile nuageux. Plus on ira vers le sud et plus ce sera largement ensoleillé. Voyez le vent aussi sur le nord-ouest qui sera présent. Quelques averses orageuses sur la pointe bretonne. Dans le courant de l'après-midi, tout cela va avoir tendance à se décaler vers l'est notamment, avec toujours des pluies présentes, un peu moins marquées que le matin. On va retrouver un régime d'averses orageuses sur les côtes de la Manche, accompagné toujours de bonnes rafales de vent. Et puis le soleil quand même qui se maintient sur une petite moitié sud. Un coup d'œil rapidement à vos températures pour demain matin. Des valeurs en hausse sur les régions du nord, 13 degrés sur la Bretagne, sur Nantes également, et 0 degré à peine à Grenoble. Un coup d'œil à votre après-midi avec ces températures qui remontent un peu sur les régions du sud. On ira jusqu'à 20 degrés à Toulouse, 13 à Paris, 11 degrés ce sera pour Nancy et ce sera la valeur la plus basse. BFM TV et les montagnes françaises vous ont présenté la météo. La montagne, ça vous gagne. C'était la météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales solaires en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. Groupeverlaine.com. 16h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de l'après-midi info. Repli stratégique ou fuite avant la bataille. Quelle est la situation à Kherson pour l'armée russe? La grande ville du sud était annexée par le Kremlin et elle a évacué ses habitants. On fera le point avec nos reporters, nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. Pour la première fois, le Rassemblement national, héritier du FN, n'est plus dirigé par un Le Pen. Jordan Bardella a été élu aujourd'hui président du parti à seulement 27 ans. Il a été élu avec près de 25% des voix face à Louis Alliot. On attend son discours aux environs 17h30. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Il faudra attendre mardi ou mercredi. Le départ de la route du Rhum, initialement prévu demain, est reporté à cause de mauvaises conditions météo. À Saint-Malo, les passionnés de la course transatlantique sont venus ce week-end et forcément ils sont un peu déçus. On parlera également avec les skippers dans un instant et nos reporters sur place. Mais tout d'abord, l'actualité en Ukraine avec cette question, repli stratégique ou fuite avant la bataille. Que fait l'armée russe à Kherson, dans le sud-est de l'Ukraine? L'armée russe évacue également les habitants alors que les Ukrainiens poursuivent leur progression sur le terrain. On va retrouver sur place notre envoyée spéciale Anne-Sophie Varmont. Vous êtes à Kryvyi, à environ 160 km de Kherson, où la nuit est déjà tombée. Alors on sait que se prépare, c'est ce que disent en tout cas les Ukrainiens, une vaste contre-offensive. Quelle est l'atmosphère sur place dans cette ville où vous vous trouvez? Est-ce que les habitants s'attendent à voir ces militaires aller en direction de Kherson pour effectivement bouter les Russes en dehors de cette grande ville? C'est toujours compliqué de savoir ce qu'il se passe à Kherson parce que depuis le début, il y a cette guerre de communication autour de cette contre-offensive. Et donc, en fait, ce que l'on a, ce sont des éléments que l'on peut vous donner. Tout d'abord, les déplacements de population. Vous l'avez évoqué, des déplacements de population organisés par les Russes en direction des territoires occupés de Crimée. Et ces déplacements, ils ont déjà lieu depuis plusieurs semaines. Ensuite, il y a des vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, notamment une vidéo d'un bâtiment administratif russe où le drapeau russe a été enlevé. Évidemment, cela aurait pu laisser penser que les Russes se déplaçaient dans la ville, qu'ils reculaient. Mais là encore, à prendre avec des précautions, tout simplement parce que d'un côté, il y a l'armée russe qui a répondu à cette vidéo, qui a dit que c'était un bâtiment qu'elle n'occupait plus depuis un moment. Et puis de l'autre, il y a les Ukrainiens qui, eux, ont dit en fait qu'il s'agissait d'un piège pour les attirer dans la ville et qu'évidemment, ils restaient très prudents sur la façon dont il fallait analyser cette vidéo. Il y a par contre aussi d'autres choses de terrain que l'on peut analyser, par exemple du déplacement de matériel, du gros matériel qui a été déplacé. Et ça, en fait, on peut l'observer sur les images satellites, voir que ce matériel a été déplacé par les Russes. Enfin, il y a une question concernant les checkpoints. A priori, certains checkpoints ont été abandonnés par les Russes. Toujours pareil, difficile de savoir en étant aussi loin de cette ville de Kherson. Mais dans tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il se passe, oui, des choses, mais comment interpréter ces signes? Eh bien ça, c'est toujours difficile de le savoir. En tous les cas, il y a toujours cette bataille de communication. Ne pas dévoiler d'informations stratégiques à l'ennemi qui, évidemment, pourrait se retourner contre l'armée de l'ennemi.
Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont avec Julie Rosaire en direct de Kriviri, donc à 160 km de Kherson. Patrick Martin-Genier, comme le disait notre envoyé spécial, c'est difficile de démêler le vrai du faux dans ce qui se passe sur place dans cette grande ville du sud de l'Ukraine, avec tous ces signaux qui montrent un retrait, quoi qu'il en soit, des Russes. Mais est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est un piège? Ou est-ce que vraiment ils sont en difficulté? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce samedi, de la situation sur place? Je crois que les faits, c'est qu'ils sont effectivement en grande difficulté sur le terrain. Depuis un certain temps, ils sont en train de se retirer. Ils ont même enlevé, vous savez, les cendres du prince Potemkin qui a été évacué. Ils évacuent tous les symboles russes. On voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore sur place, mais on voit bien qu'il y a des grandes difficultés. Lorsque vous regardez les images, on dit on est en train d'évacuer entre 60 et 70 000 personnes. En fait, vous avez vu, ce sont des ponts flottants, voire des bouées. Donc ça se passe très mal. C'est une évacuation parce qu'ils s'attendent en effet à une offensive majeure de la part des Ukrainiens. Et ça, c'est manifeste, c'est un fait. Ils sont en grande difficulté. Alors il peut y avoir des stratagèmes, des ruses. Et vous avez raison de souligner le fait, votre correspondant souligne tout à fait justement, que les Ukrainiens communiquent nettement moins qu'avant. Parce que cela peut être effectivement des signes donnés à l'ennemi. Donc il faut moins communiquer. Donc c'est difficile de savoir ce qui se passe. Mais on sait bien que les Russes s'en vont. Les soldats russes, même les renforts, ne sont pas payés, sont mal logés, ils n'ont pas les équipements nécessaires, le moral est au plus bas, et on sait que partout où ils passent, avant de partir, ils pillent. Et là, c'est le cas, ils pillent des voitures, ils volent des voitures, des ambulances, même des œuvres d'art, et donc ce sont des signes d'un certain affolement des gens qui finalement souhaitent partir. Mais néanmoins, on voit bien qu'avec cette mobilisation partielle qui était en cours et qui est ce jour achevée, 300 000 soldats qui ont été recrutés, plusieurs milliers seraient d'ores et déjà en route pour Kherson, ce qui annonce manifestement une grande bataille qui va être meurtrière. Et c'est pour cela qu'hier, Vladimir Poutine a dit qu'il fallait continuer à évacuer les civils qui ne voulaient pas partir, qu'il fallait les rechercher. C'est aussi un avertissement donné à la population civile qui reste sur place, qu'elle va devoir souffrir d'événements et d'affrontements très violents. Merci Patrick Martin-Genier pour cette analyse. Dans l'actualité de ce samedi, il y a aussi ce garçon de 27 ans, qui est donc le nouveau président du Rassemblement national. Ce garçon, cet homme, Jordan Bardella, a été élu avec près de 85% des suffrages face à Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui n'a recueilli, lui, que 15% des voix des adhérents. Oui, Jordan Bardella, un nouveau visage donc pour incarner la normalisation, pour organiser la formation, le temps que Marine Le Pen se préparait à l'échéance de 2027. Reportage de Léonie Houtier, Loïc Besson avec Elisa Tranin. Et le gagnant est, sans grande surprise, le cadet de cette élection. Jordan Bardella est élu président du Rassemblement national. À 27 ans, celui qui était déjà à la tête du Rassemblement national par intérim l'a emporté sur Louis Alliot avec 85% des voix, un score plus important qu'il ne l'espérait. Je tenais tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour la confiance que vous avez bien voulu m'accorder. Celle-ci m'honore et m'oblige. Un scrutin interne qui opposait deux fidèles de Marine Le Pen. Pas de mésentente, le perdant devient premier vice-président. Le parti voulait faire preuve de maturité démocratique. C'est réussi, selon celle qui fut sa présidente ces 10 dernières années. Bravo d'abord pour cet exercice démocratique qui s'est déroulé de la plus belle manière qui soit. La tâche au sein du parti sera de parfaire l'organisation des structures internes, de poursuivre les formations de chacun à tous les niveaux et bien sûr de préparer et conduire les batailles qui viennent. Outre ce déploiement sur le terrain en vue des prochaines élections, Jordan Bardella, à qui ses adversaires ont parfois reproché ses accointances avec les idées identitaires, devrait poursuivre l'ouverture du parti et la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen. Il bénéficie d'une certaine popularité auprès de la base militante. Il a fait la continuité de Marine pendant quelques mois et effectivement le travail qu'il a fait était très intéressant. Il a apporté de la jeunesse, il a apporté des nouveaux cadres, il a apporté une nouvelle direction aussi. Bon, moi-même, ayant voté Jordan, j'attends une continuité et la même assurance que j'avais pour Marine. Loin de partir en vacances, comme elle l'a dit elle-même, Marine Le Pen reste pour les militants la chef naturelle, l'autorité morale du parti, en présidant un groupe de 89 députés à l'Assemblée nationale.
Pour aller plus loin, on retrouve Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu sur les plateaux de télévision. Jordan Bardella, les Français le connaissent. On l'a vu aussi affronter ici même le ministre de l'Intérieur. C'est quand même une bête médiatique. C'est quelqu'un qui, objectivement, est très fort face à ses adversaires. C'est quelqu'un qui est extrêmement fort et qui est particulièrement adapté au mode de communication de l'époque. Il est à la fois très très bon dans la punchline. Il sait extrêmement bien capter l'attention médiatique et il a compris grosso modo que le logiciel idéologique, le fond, d'ailleurs ça l'ennuie un petit peu, n'est pas forcément ce qui est le plus important. L'important c'est justement de parvenir à incarner, à exister et à exister à la fois dans un débat qui va être un débat relativement rapide avec des phrases qui vont être des phrases choc. Donc en ça, eh bien, il incarne une nouvelle génération à la fois de par son âge mais également eu égard à ses méthodes de communication. C'est une stratégie et c'est une carrière qui est extrêmement rapide. Avant les élections européennes de 2019, pas grand monde ne connaissait, à part les spécialistes du Rassemblement national, Jordan Bardella. Et donc c'est vrai que depuis, on a une figure qui s'est imposée, à la fois au regard de sa plasticité idéologique, au regard des liens qu'il est parvenu à tisser avec Marine Le Pen, mais également eu égard à cette capacité à être une bête médiatique. Merci Benjamin Morel. Et on va prendre la direction de la Mutualité pour retrouver Loïc Besson, où se tient ce congrès du Rassemblement national qui a donc concrétisé la présidence maintenant dans les mains de Jordan Bardella. Loïc, en marge de cette élection, il y a déjà quelques voix discordantes qui se font entendre au sein même du parti, notamment Steve Biwa, au sujet d'une re-radicalisation qu'il craint au sein du RN. Oui, je crois qu'on peut parler de psychodrame en ces jours de congrès au RN. Il faut expliquer qui ils sont. Steve Briouat, c'est le maire d'Hénin-Beaumont. Bruno Bild, c'est le député du Pas-de-Calais. Ami très proche et de longue date de Marine Le Pen. Ce sont eux qui ont installé ce fief du RN dans le Pas-de-Calais. Ce sont eux aussi qui ont installé Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Et ce sont des fervents défenseurs de cette ligne sociale qu'a incarnée Marine Le Pen depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, mais voilà, ils sont en guerre ouverte avec Jordan Bardella depuis des mois, sauf que jusqu'à présent tout ça se passait en coulisses. Résultat, ils n'ont pas été renommés au bureau exécutif qui est choisi par le président du RN, c'est-à-dire désormais Jordan Bardella, qui est un peu l'équivalent du gouvernement du parti, si vous voulez. Jordan Bardella leur a proposé d'être au bureau national, l'échelon en dessous, ce qu'ils estiment être une purge, ce sont leurs mots, contre ceux qu'ils dénoncent. Écoutez, Steve Briouat, c'était tout à l'heure avec Léonie Houtier. Je crains malheureusement qu'il y ait un risque de re-radicalisation et je ne veux pas. Je ne veux pas revoir débarquer au sein du RN des fous furieux qui ne soient obsédés que par une chose, l'identité. Alors l'identité c'est important, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi tout le reste. Il y a un aspect social qui doit être maintenu, c'est la ligne mariniste. Or on voit quoi? Les deux personnes qui ont été dégagées du bureau exécutif, ce sont deux marinistes, et celles qui y ont été promus, c'est plutôt des gens assez radicaux qui ont appartenu par exemple dans le passé à une association qui était connue, qui s'appelait Terre et Peuple, qui n'est pas très modérée. Jordan Bardella qu'ils accusent également d'avoir de la sympathie pour Éric Zemmour et ses idées. Alors lui s'en défend. Marine Le Pen a défendu son travail de dédiabolisation qu'elle a fait depuis 10 ans, estimant qu'elle avait récupéré un parti avec beaucoup de défauts, qu'elle avait fait grandir, qu'elle avait professionnalisé. Mais elle l'a dit, le travail n'est pas terminé, il va falloir continuer. On attend donc le discours de Jordan Bardella. Ça sera aux alentours de 17h20 maintenant ici sur cette scène. Vous voyez que l'ambiance monte, les drapeaux ont été installés et la musique, elle est bien forte. Merci effectivement Loïc Besson. Il y a visiblement de l'ambiance dans tous les sens du terme au Rassemblement national. Et puis on voulait vous montrer une image. Peut-être que vous vous demandez parfois comment sont élevés les poulets dans les élevages industriels. Voici la réponse en image de l'association animaliste L214. Cette fois ils ne sont pas du tout dans un élevage ou un abattoir, mais vous voyez, il y a ces militants déguisés tout simplement en poulets qui ont investi un Burger King, serrés les uns contre les autres. Et c'est évidemment une manière d'illustrer les conditions d'élevage de ces volailles qui peuvent vivre, nous dit-on, jusqu'à 22 par mètre carré. L'association d'ailleurs demande à la chaîne de fast-food de respecter les critères d'un label, le European Chicken Commitment. 16h42, restez avec nous dans quelques instants. On va se retrouver pour prendre la direction de Saint-Malo. Vous le savez, donc la route du Rhum a été reportée. Elle devait partir demain. Ce sera donc soit mardi soir, soit mercredi. Si les conditions météo sont plus favorables, on retrouvera Pierre-Yves Leroux sur place avec un des skippers. A tout de suite.
se lève tôt pour que vous soyez les premiers informés. Bonjour Adeline. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dès 6h sur BFM TV. Pendant quelques heures, un déluge de pluie. Comment réduire sa consommation d'énergie? Rien n'est interdit. Et surtout pas la bonne humeur. Première édition, du lundi au vendredi, de 6h à 8h30 en direct sur BFM TV. La passion et l'exigence. Pour une expérience de conduite unique. L'excellence du savoir-faire japonais. Nouveau Mazda CX-60, hybride rechargeable. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur, restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Hé, c'est les ventes privilèges chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. Nous savons tous qu'une journée vraiment réussie passe d'abord par une bonne nuit de sommeil. C'est pourquoi chez Emma, depuis notre fameux matelas, nos oreillers ou nos lits, tout est conçu pour réveiller votre vie. Vérifiez par vous-même et profitez de 100 nuits d'essai avec retour gratuit. Commandez vite sur emma.fr. Emma, réveille votre vie. C'est l'histoire de Mathieu qui a repris l'entreprise familiale. C'est aussi celle de Franck et Laura qui ont pu retrouver du travail. Là, c'est Inès qui doit un peu de son succès à Mathieu. Et puis il y a André qui a toujours dit que sa région avait de l'avenir. Je l'ai toujours dit. Et cette belle histoire a commencé ici, dans le bureau de Juliette, conseillère Banque Populaire. En faisant de la réussite une aventure collective, Banque Populaire porte bien son nom. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous un puissant kit photovoltaïque évolutif de 3 kg pour 9 900 €, pose incluse et la batterie de stockage en option. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. La recherche sur le cancer laisse peu de place à l'improvisation. Suzanne le sait bien. Elle a donc rédigé son testament en faveur de la Fondation ARC. Un jour, son héritage financera des projets de recherche décisifs pour guérir du cancer un plus grand nombre de personnes. Fondation ARC, votre legs 100% dédié à la recherche sur le cancer. Pour toute information, contactez le 01 45 59 59 01. Ce week-end, Prime Video vous livre la Ligue 1 Uber Eats avec notamment le choc OM-OL en direct et en exclusivité seulement sur Prime Video. 16h46 sur BFM TV. À la une de l'actualité, cette question concernant la guerre en Ukraine, repli stratégique ou fuite avant la bataille de l'armée russe. Quelle est la situation à Kherson? La grande ville du Sud annexée par le Kremlin a été évacuée de ses habitants. La situation sur place reste encore floue. Autre grand titre de l'actualité de ce samedi, c'est Jordan Bardella, largement élu à la tête du Rassemblement national. Il succède à Marine Le Pen. Pas de quoi pour autant éclipser celle qui se destine très clairement à l'Elysée. On verra aussi que cette élection provoque quelques crissements au sein du parti. Et puis c'était le grand événement sportif qu'on attendait tous ce week-end, la Route du Rhum, qui est donc malheureusement reportée. Elle n'aura plus lieu comme convenu demain à cause des conditions météo trop mauvaises. Le départ est promis à mardi soir, voire mercredi prochain sur place à Saint-Malo. On vous retrouve Pierre-Yves Leroux, puisque c'est évidemment la déception chez les spectateurs. En revanche, les skippers sont plus rassurés.
Oui, exactement. Les émotions sont partagées. Les supporters sont encore largement présents. Et ici, à Saint-Malo, les skippers encore aussi, à l'image de Jérémy Bayou qui est avec nous, l'un des favoris dans sa catégorie, la classe IMOCA, ces bateaux qui font le Vendée Globe. Jérémy, c'est quoi le sentiment? On disait peut-être les skippers rassurés, les spectateurs déçus. Vous seriez parti, vous auriez pris ce départ? Ouais, moi j'étais vraiment dans cet état d'esprit. On était en train de préparer, le bateau était prêt pour affronter ces conditions-là. On était avec la cellule performance en train de définir les réglages qui allaient nous permettre de passer ces vents forts et ces mers fortes, les choix de voile, les choix des manœuvres, les options stratégiques évidemment. Donc j'étais vraiment dans ma bulle, concentré là-dessus ce matin quand le briefing a eu lieu et que Francis Le Goff, le directeur de course, nous a annoncé que le départ est décalé. C'est vrai que j'étais un petit peu surpris. Maintenant, c'est sûr que voilà, moi je suis concentré sur mon bateau Charal, sur la classe IMOCA, mes concurrents. Francis Le Goff, lui, il a la responsabilité de toutes les classes, et c'est sûr que de son point de vue, ça paraît évident que la bonne décision, c'est de reporter le départ. Ouais. Parce que c'est vrai que ces bateaux de la classe IMOCA que vous pouvez voir sur notre droite ici, donc des monocoques, sont habitués à faire le tour du monde, peuvent passer dans toutes les mers. C'est pas forcément le cas de tous les bateaux. Oui, effectivement. Alors c'est vrai qu'autour du monde, on peut prendre ces conditions de force de vent et ces conditions de mer forte, mais plutôt vent arrière, quoi. Donc on n'a pas l'habitude de les affronter au près. Néanmoins, voilà, les bateaux sont normalement structurés pour passer. Je dis pas que ça aurait été facile. Hein. C'était vraiment pas, ça aurait pas été une tranche de plaisir. Je sais pas si on serait passé, mais en tout cas, on était prêt à y aller. Voilà, maintenant, on se plie aux décisions de l'arbitre. Et on va se reconcentrer vers un départ qui aura lieu mardi, peut-être mercredi, j'espère. C'est aussi l'évolution de la course au large. Il y a 138 bateaux, c'est difficile à gérer sur un plan d'eau avec tous les navires autour aussi de spectateurs. C'est peut-être des choses sur lesquelles il va falloir réfléchir dans l'avenir. Peut-être il y a les grands anciens comme Michel Desjoyaux qui auraient plus tendance à dire il fallait y aller. Ouais, je comprends Michel et qui a toujours des avis tranchés mais pertinents, hein, et c'est évidemment de quoi il parle. Voilà, effectivement, on était aussi dans cet état d'esprit-là. Maintenant, on sait depuis quelques temps qu'il y a 130 bateaux et quelques sur le départ de la route du Rhum, on sait depuis la première avec MyBirch que la flotte elle est totalement disparate entre les monocoques et les multicoques. C'est vraiment l'essence même de cette course-là. Donc, si on veut pas ça, on vient pas faire la route du Rhum non plus. Voilà, après les problématiques de quantité de bateaux, c'est pas moi le décideur. Moi je me concentre déjà sur la flotte de concurrence. C'est vrai que 35 bateaux en IMOCA c'est aussi beaucoup. Ça fait énormément de boulot pour la direction de course. Voilà, ils sont compétents, mais ils ont aussi leurs limites, et voilà, je pense que de façon intelligente, parce qu'on est tous des gens de mer, parce que s'il y a un marin qui est en difficulté, c'est tout le monde qui est concerné, et pas que les gens de la course, c'est aussi les pêcheurs, les gens qui sont au commerce. S'il y a un danger qui était évident de cette nature-là, il faut savoir des fois un peu mettre le pied sur le ballon. Merci beaucoup Jérémy Bayou qui, comme beaucoup de skippers, va rester quand même à Saint-Malo en attendant le départ mardi ou mercredi. Évidemment, on suivra ça avec vous, Pierre-Yves Leroux, ainsi que Vincent Berthézen en direct de Saint-Malo pour BFM TV. Avant de retrouver Ronald Guintranche dans un court instant, on vous propose de jeter un coup d'œil à la circulation. Comment ça roule aujourd'hui? C'est vrai qu'après tout, c'est le dernier week-end des vacances de la Toussaint. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et seulement 2 couleurs au programme ce week-end. C'est orange en Ile-de-France aujourd'hui dans le sens des retours, vert partout ailleurs. Et vous le voyez, ce sera encore plus facile demain. Vert partout et dans les deux sens de circulation. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Restez avec nous dans un instant, vous retrouvez Ronald Guintranche pour BFM Story Weekend. Il fera évidemment le point sur l'élection de Jordan Bardella, aujourd'hui à la tête du Rassemblement National à seulement 27 ans. Nous, on vous retrouve demain à 14h, à 13h, dès 13h, pour l'après-info. Exceptionnellement, bonne fin d'après-midi sur BFM TV. À demain.